خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير ازل في اللون والسلام عليكم مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus dans les débats que nous poursuivons. Les élections présidentielles anticipées qui ont été très anticipées se sont achevées avec beaucoup de problèmes, avec beaucoup d'incertitudes, avec un manque de visibilité, avec des dysfonctionnements qui ont suscité pas mal d'interrogations, qui ont créé même de l'angoisse. Le deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune a officiellement commencé depuis le 17 septembre 2024 et depuis il y a eu énormément d'événements. Il y a eu énormément d'événements, beaucoup de faits d'actualité qui nous interpellent. Il y a eu donc le départ et le remplacement très rapide à la tête du service de renseignement extérieur algérien, à savoir la direction générale, la documentation de la sécurité extérieure du général Mohamed Jebbar, le général-major Mohamed Jebbar, l'une des figures emblématiques du régime algérien, qui a été remplacé par un jeune général énormément, pratiquement inconnu. Voilà, qui est un changement qui a eu lieu juste 48 heures après la désignation d'Abdelmadjid Tebboune comme chef d'État pour un deuxième mandat successif. On va essayer d'analyser cet événement. Il y a eu les images extrêmement choquantes et bouleversantes du stade de Douéra, à la Pointe, le stade du Mouloudia d'Alger, des affrontements entre les gendarmes et les supporters, entre les joueurs de l'équipe algérienne et les joueurs de l'équipe tunisienne, une anarchie extraordinaire. Alors la fête qui devait avoir lieu pour la première fois, un club algérien devait gérer son propre stade, un stade qui a coûté plus de 110 millions de dollars aux caisses de l'État algérien, des actes de vandalisme, des affrontements et un mort, un supporter de 23 ans qui a perdu la vie, toujours pas d'enquête judiciaire en Algérie. L'événement revient sur toutes les lèvres et suscite beaucoup de questions d'interrogation. Donc le deuxième mandat de Tebboune a commencé aussi sur une information économique qui est aussi choquante, intrigante. C'est que l'euro, la monnaie européenne, a grimpé, a atteint un record historique face au dinar algérien. C'est la première fois depuis peut-être l'indépendance du pays. On ne connaît pas une période similaire où 1 euro vaut presque 250 dinars. Pour analyser tous ces événements qui caractérisent le début du deuxième mandat d'Abdelmadjid Tebboune, j'ai l'honneur et l'immense plaisir d'accueillir 3 invités avec lesquels le débat en fait avait déjà commencé bien avant que la caméra ne commence à tourner. Donc c'était chaud bouillant depuis le début et je pense que ça sera toujours bouillonnant jusqu'à la fin. J'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir avec moi Azwaou Chalmouk. Azwaou, marhaba bik, militant politique, observateur affûté, averti de l'actualité algérienne. Hein. Il a beaucoup aimé le verbe que tu as. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Abdou pour l'invitation. Merci à vos deux invités, Omar et Elias. Et je dis bonsoir aux téléspectateurs qui vont nous regarder. Et bonsoir à toute l'équipe technique de l'Irahimak. Et merci pour l'invitation encore une fois. Merci à Teksaha. Et j'ai aussi avec nous aujourd'hui, Elias Jabali, économiste, consultant, spécialiste d'affaires et des questions politiques, mais aussi l'une des figures du Hirak de la diaspora algérienne, habitué de nos plateaux et des plateaux de télévision à l'étranger malheureusement, en attendant qu'il puisse un jour rentrer comme nous tous dans notre pays pour pouvoir s'exprimer librement. Merci beaucoup Lies d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie Abdou, pour moi c'est un grand plaisir de partager cette émission avec Azwaou et M. Omar Ait Mokhtar, avec qui j'ai eu l'occasion de débattre et de discuter. Merci encore pour l'invitation et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui suivent cette émission. Merci encore. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup Lies. Et j'ai avec moi l'homme au chapeau, le controversé, le sulfureux Omar Ait Mokhtar, ancien soutien de Tebboune, qui est devenu ensuite détracteur très engagé d'Abdelmadjid Tebboune. Merci encore en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Omar Ait Mokhtar, c'est un agitateur. Il est là, il s'exprime, il n'a pas sa langue dans sa poche et c'est pour ça qu'on l'aime bien. Tu peux dire ce que tu veux, Abdou. Moi, je ne cherche pas à plaire. Moi, j'essaie d'être honnête avec moi-même. J'ai soutenu Tebboune parce que pour moi, il fallait faire une élection. Il fallait un locataire à Al-Mouradia. Je me suis trompé. Je l'ai dit à temps. Et je l'ai dit quand il y avait le procès de l'Albana Tiratin à Alger. J'étais à Alger. J'ai dit, ce bonhomme, il va tomber. Donc, j'ai retiré ma confiance et je ne me suis pas attardé à regarder ce que faisait Tebboune. J'ai déclaré ma candidature avec des conditions. Finalement, je l'ai retiré. Puisque tu as la parole, je vais commencer par toi. Alors, certaines sources te prêtent une relation avec Mohamed Jebbar. Voilà. Beaucoup de sources disent qu'Omar Ait Mokhtar, qui a contribué, qui a été l'un des cadres d'un staff de campagne qui n'a pas pu voir le jour autour du 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika en 2019 et qui a été aussi, donc, encore une fois, l'un des éléments dynamiques du staff de campagne d'Abdelmadjid Tebboune pour les élections de décembre 2019, on lui prête des relations avec Mohamed Jebbar. Est-ce que ça, tu connais Mohamed Jebbar? Et est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, si tu connais ses proches,
Qu'est-ce qu'on dit sur Ahmed Djebbar? Est-ce qu'il a été limogé, il a été sanctionné? Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il pourrait devenir futur coordinateur? Ou est-ce qu'il pourrait se retrouver en prison comme d'autres généraux déchus? Alors, moi je l'appelle Damanna. Damanna par la place qu'il occupe au sein des services. On n'a pas un pays qui peut fonctionner sans les services. Donc, il y avait Toufiq, au-dessus c'est Djebbar, et puis il y a le reste. Donc, c'est comme une famille. Après, ce qui m'étonne, c'est qu'il y a un remplacement effectivement à l'extérieur. Maintenant, Djebbar ne vient pas des services extérieurs, ça c'est clair. Après, il y a des gens qui sont contents. D'abord, je vois un peu d'anticabilisme dans cette affaire. Quand je vois les 3 youtubeurs qui s'attaquent à fond la caisse. Donc, moi, ce que je vois dans cette histoire, c'est que l'opacité du pouvoir, on laisse la rumeur fonctionner comme ça, intégrer tous les foyers, ce n'est pas normal. Après, je pense que remplacer Mahna Djebbar aujourd'hui dans les services, ce n'est pas tout à fait simple. Hein. Donc, il va occuper un autre poste, bien évidemment. Il sera le coordinateur des services. Voilà la vérité. Après, c'est inversant. Toi, tu penses qu'il n'a pas été sanctionné, il n'a pas été mis à l'écart, il est promis à un âge très avancé. Ahmed Djebbar, il a presque 79 ans. Ce que tu es en train de dire, Abdou, ça c'est la faillite de la communication de la présidence. Parce que quand on remplace un gars comme Ahmed Djebbar, on doit faire un communiqué, on doit passer... Et puis, le remplacer au lendemain d'une catastrophe électorale, c'est comme si, parce qu'on prêtait au service, c'est eux qui ont cafouillé le cafouillage. Donc maintenant, le problème vient de la présidence. C'est la faillite de la communication de la présidence. Ouais, on va en parler. Et puis les services, vous dites, il est méconnu celui qui l'a remplacé. Ah ben, pour une fois, on a les services secrets. Donc, il est connu, il s'appelle Fethi Moussaoui, il est âgé de 51 ans, c'était l'ancien chef du bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Berlin et à Paris, et le fils de Boualem Moussaoui, voilà, deuxième ambassadeur dans l'histoire de l'Algérie en France. Azouaou, qu'est-ce que ça t'a inspiré, toi, ce remplacement, ce limogeage, pas limogeage, il se fait dans l'obscurité, pas d'annonce, comme le dit Omar, il n'y a que nous, les journalistes, qui ont accès à l'information. Bon, nous, à Algérie Part, on a fait de notre mieux pour apporter les plus de précisions possibles. Mais toi, en tant que militant, en tant qu'opposant, en tant qu'observateur de la situation politique au pays, ça t'inspire quoi? De l'inquiétude? Ça t'interroge? Ça t'interpelle? Pourquoi, justement, 48 heures après l'intronisation de Tebboune comme président? Pourquoi pas avant? Qu'est-ce qui s'est passé selon toi? Ça m'inspire de l'inquiétude. D'ailleurs, on a toujours été inquiets à la Bladna. Si on n'était pas inquiet, on ne militaiouch. Ça veut dire les services secrets algériens. Normalement, ce n'est pas un débat politique, les services secrets. On est dans un pays qui est militarisé. Donc là, donc un débat politique, on est censé normalement parler des politiques du gouvernement, parler des politiques du président, ceci, cela. Aujourd'hui, on est en train de parler de limogeage d'un général. C'est parce que c'est la politique qui est militarisée, Bladna. Donc on assiste à une militarisation. Maintenant, sur le limogeage, franchement, je ne pourrais pas vous dire. Je ne connais pas les dessous, je ne suis pas dans les secrets des dieux, comme on dit, pour vous dire pourquoi il a été limogé. Mais une chose est sûre, c'est qu'il y a une guerre de clans entre c'est-à-dire les tenants du pouvoir réel en Algérie. Maintenant, est-ce que réellement, parce que moi j'entends des gens qui disent bon, il y a une bonne relation entre Djebbar Mahna et Tebboune, donc ça doit être une mise fin des fonctions de général de Mahna parce qu'il est malade, parce que ceci, parce que cela, mais il est toujours fort, mais il est toujours influent. Donc, mais c'est vrai, c'est que les gens des informations, des renseignements, ils gardent toujours une influence. Même s'ils sortent en retraite, ils gardent toujours une influence. Donc ça, si vous voulez, c'est le propre des gars des renseignements. Même dans les démocraties les plus évoluées, un agent des renseignements de la CIA ou je ne sais pas, il garde toujours une influence même s'il est en retraite. Sauf que nous, ce qu'on combat, c'est justement cette influence dans la politique. Et aujourd'hui, ils influencent même notre débat. Donc c'est pour vous dire à quel point que la militarisation est un danger pour l'Algérie. Donc on n'est pas en train de personnifier les problèmes, de dire que j'ai un problème contre Djebbar Mahna ou contre Toufiq. On a un problème contre l'immixtion de ces généraux en politique,
quand tu t'immisces dans la politique autant que général, ça veut dire que c'est de l'usurpation des fonctions à des fins politiques. Et en plus, tu n'es pas là pour ça. Donc nous, on combat ça. Maintenant, pour ce limogeage, est-ce que ça m'inquiète ? Franchement, je ne pourrais pas vous le dire. C'est inquiétant parce que je ne sais pas, je ne connais pas les tenants et les aboutissants, pour être honnête, de ce limogeage, ou peut-être de cette démission, je ne sais pas comment l'appeler. Mais voilà, donc il faut qu'on mette l'accent sur l'émission des généraux en politique. On n'est pas contre les généraux. Ce n'est pas ce que disait Omar tout à l'heure, c'est que bien sûr que chaque pays a besoin des renseignements. Il n'y a aucun pays au monde qui n'a pas besoin de renseignements. Justement, tous les services de renseignement. Les services de renseignement, voilà, que ce soit intérieur ou extérieur. Donc, même les démocraties les plus évoluées, ils ont leurs propres renseignements. Ça va dans le sens de la protection de leur république. Regardez, tous les renseignements du monde, ils font des magouilles. Tous les renseignements du monde. Mais par contre, quand tu touches à leur démocratie, là, ça, ils ne tolèrent pas. C'est ce qui s'est passé avec Poutine quand il a voulu s'immiscer dans les élections américaines et les élections françaises. Donc, on a vu tous les renseignements américains, dans toutes ces formes, la CIA, la NSA, la FBI, s'immiscer pour protéger la démocratie américaine. Sauf que nous, non, c'est les généraux eux-mêmes qui s'immiscent dans la politique et qui décident des présidents, de qui va être président ou pas. Et ça, c'est plus dangereux. Donc ça va mener l'Algérie vers l'abîme. On en parlera. Mais Ilyes, justement, pourquoi ne pas prendre cet événement du côté positif? Pourquoi ne pas voir le verre à moitié plein? Il y a un jeune, il y a quelqu'un qui part, de 78 ans, 79 ans, malade, il a apparemment même un cancer dangereux, c'est quelqu'un qui a déjà acquis au pouvoir depuis les années 90, il nous rappelle les années 90, tiens, un jeune, 51 ans, 52 ans, Meshi Marouf, etc. Est-ce que on ne pourrait pas dire aussi, c'est un événement positif, c'est le renouveau. Est-ce qu'on ne peut pas le prendre sous cet angle-là? Au fait, tout d'abord, les services de renseignement algériens, ça remonte au temps de Malg, hein, c'est Bossof. Hein, si on remonte, c'était un petit peu pour donner une orientation à la révolution algérienne sur le recueil des informations, aussi bien à l'étranger qu'à l'intérieur. Après, ça a été développé autrement contre le peuple. Pour moi, les services de secret, les services de renseignement, c'est très important pour une nation. Parce que vous avez en Angleterre la MI16, la DGSE, le FBI, c'est normal. Mais dans le cadre de grandes démocraties. Alors, revenons à M. Jebarmena, que je ne connais pas personnellement, mais je sais c'est le patron des services de renseignement extérieur algérien, qui a une grosse pointure, qui a apparemment qui est charpenté intellectuellement parlant sur le plan du renseignement, qui a un réseau et un maillage très important, aussi bien fourni. Mais pourquoi il a été poussé vers la sortie, ou pourquoi on l'a poussé à la démission, ou pourquoi il a été limogé après la réélection de M. Tebboune? La question se pose, naturellement. Nous savons très bien, durant ce qui se passe en France, c'est que l'ex-ministre Bouchouarb, ni autre que qui était ministre de l'Industrie, et qui est le frère aussi d'un grand général algérien, Bouchouarb, et dont le grand-père aussi, c'était administrateur aussi, Qaïd Kbir, au temps de l'Algérie française. Donc, c'est une famille qui était influente. Apparemment, est-ce qu'on prête à M. Jebbar Mehenna, qui voulait rechercher coûte que coûte et pousser vouloir arrêter l'arrestation de M. Bouchouarb. L'extradition, il vit en France. Hein. Oui, pardon. M. Bouchouarb vit en France depuis 2019, absolument. Il est sous contrôle judiciaire depuis octobre 2023. Tout à fait, l'extradition. Et la justice française n'a d'ailleurs pas répondu à la demande, demande d'extradition. C'est que la justice française, elle a donné un temps d'attente, de réflexion, de voir, de fouiller un peu dans le dossier. Elle a donné un mois pour notifier sa réponse. Est-ce qu'il y a un clan qui n'était pas d'accord que M. Jebbar Mehenna focalise un peu sur coûte que coûte pour extrader M. Bouchouarb, qui n'est autre que, voilà, peut-être c'est l'émanation d'un clan, sachant que le régime algérien n'est pas uniforme, n'est pas homogène, il est hétérogène et par conséquent, il est cause de plusieurs aides. Voilà, c'est ça la question. On lui prête qu'il est dans un état parce qu'il est malade, il a 78 ans. Personnellement, tant qu'humain, c'est normal, et restant humain dans le sens. Mais maintenant, est-ce qu'il a servi
un clan, maintenant, il va resservir un autre clan, ou est-ce qu'il est désigné, ou est-ce qu'il est destiné pour d'autres fonctions, on ne sait pas. Mais par contre, est-ce qu'on le prend pour quelque chose de positif ou négatif? Son remplaçant, 51 ans, très jeune, il a fait l'école de l'Oqléa, avec un parcours scolaire très, très fourni. Quelque part, il a été désigné. Qui l'a désigné? Monsieur Tebboune, il était inconnu. Il ressort comme ça du chapeau. Qui est derrière sa nomination? Est-ce qu'il n'y a que M. Tebboune qui est derrière sa nomination? Est-ce qu'un autre clan? C'est l'opacité qui te dérange. Absolument. On a du mal, en fait, on est perdu face à l'opacité de cet événement. On est en train de faire des analyses à gauche et à droite, mais au fait, c'est que le critère mordant dans cette affaire, c'est l'opacité, en fait. On ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Pourquoi ce monsieur? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? On fait des analyses, on s'aventure dans des analyses. L'opacité, elle fait peur ou elle fait peur ou elle... Oui, oui, l'opacité, elle fait peur parce que c'est pas dans la transparence. Vous allez me dire, mais les services secrets aussi. Je ne sais pas si M. Tebboune, il a la main mise sur le... Apparemment, il n'a pas la décision sur tout ce qui est sécuritaire aussi. Le statut des services secrets en Algérie est un peu particulier. Depuis la réforme de 2013-2015 qui a mené vers le départ du général, la retraite du général Taoufir septembre 2015, les services secrets relèvent de la présidence de la République. Mais ils ont le statut de militaire. Et d'ailleurs, les cérémonies d'installation des chefs des services secrets algériens, depuis 2020 à 2023, à 2022, ont toujours été dirigées par Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée. Parce que cette fois-ci, Nasser Djen, quand il a pris le renseignement intérieur, la direction générale de la sécurité intérieure, il n'y a pas eu de cérémonie à la place du général Likhal Mejdoub. Et quand donc Fethi Moussaoui a remplacé Mehana Djebbar, il n'y a pas eu de cérémonie. Mais auparavant, Mehana Djebbar, quand il a pris la place du général Abdelghani Rachdi, il y avait une cérémonie, communiqué du ministère de la Défense nationale. Et lorsque Likhal Mejdoub avait pris là aussi la place de Abdelghani Rachdi à la tête de l'enseignement intérieur, il y avait une cérémonie et il y avait même un communiqué du ministère de la Défense nationale. Il n'y a pas de cordonnier, il n'y a pas de cordon. Il n'y a plus de coordinateur des services secrets algériens depuis Tartak, depuis 2019. Tout à fait. Donc c'est ça. Et apparemment, il n'y a pas de consensus pour désigner. Tout à fait. Non, donc le deuxième mandat, quand même, notre ami Omar Mokhtar, c'est quand même commence, j'ai l'impression, de façon un peu bizarre. Il n'y a pas de coordinateur, il n'y a plus de cérémonie d'installation des nouveaux chefs. Et, comme l'a dit Lies, l'opacité est inquiétante. On en a rien bien. Alors, il faut être aveugle pour ne pas voir que ce pouvoir est divisé et qu'il y a une guerre clanique. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, l'opacité protégeait le pouvoir avant. Mais aujourd'hui, tous les youtubeurs, donc les informations sortent de l'intérieur de la maison. Donc, je vois ce qui s'est passé depuis le remplacement de Djebbar par Moussaoui. Même ce qu'il a dit tout de suite, notre ami Djebaili, rien n'est fondé, que des rumeurs, des suppositions et tout ça. Donc le problème, c'est que la faillite du duo Chengriha et Tebboune ne communique pas. Or que, comme tu viens de le dire, il y avait des cérémonies, remplacement et tout ça, cérémonies de passation de pouvoir. Là, il n'y a rien. Donc, et puis, le calendrier il est trahi juste au lendemain de l'élection catastrophique. C'est comme si il y a une apparence qu'on fait payer à Djebbar, donc le cafouillage de cette élection. C'est comme s'il était responsable. Donc c'est ça, mais la réalité, ce n'est pas celle-là. Après, chacun a ses sources. Donc pour moi, c'est tout à fait naturel qu'il y ait un remplacement. C'était prévu d'ailleurs dans les services extérieurs. Et maintenant, Djebbar va prendre carrément le truc. Évidemment. Le truc de coordinateur. Alors, ce pouvoir. Le poste de coordinateur. Le coordinateur. Il va reprendre un poste qui est à l'abandon depuis Tartak. Il ne remplace pas Tartak. Il est en prison, ça fait longtemps. Ouais, le problème aujourd'hui, le pouvoir peut-être, il recule pour prendre un élan. On laisse les étoiles, les machins et tout ça tirer un peu partout. Et dans 15 jours, tiens, on va te dire, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? On a l'habitude de ça. Donc, le pouvoir va se renforcer encore, mais je pense qu'il n'y a aucune... Évidemment, ça suscite une inquiétude pour les gens, parce que la seule chose qui tient ce pays, c'est l'armée, bien évidemment. C'est pour ça que j'appelle à ce qu'on protège cette armée, pas ce que fait Chengriha et Tebboune. Tous les Algériens ont le devoir de protéger cette armée.
Donc, s'il y a de l'inquiétude, c'est logique et normal. Après, tout le monde doit et tout ça. Donc, il n'y a pas. Moi, je dis, avec mes sources, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Et Djebbar occupera bien le coordinateur. On verra ce qui va se passer. D'ailleurs, mais cette semaine, il y a aussi un autre événement, malheureusement, qui est plus qu'inquiétant, il est dramatique. On a tous vu ce qui s'est passé le samedi dernier, 21 septembre, au stade Ali-La-Pointe de Mouloudia, d'Alger à Douéra. Stade, 110 millions de dollars, une belle enceinte, voilà. Premier club algérien qui a son propre stade, qui s'était chargé de le gérer, etc. Et puis voilà, c'était le chaos. Le chaos, je pense que vous avez vu des images tous ensemble, nous avons tous les vues. On a vu le témoignage, un mort, Allah yarhamou al-khayr, toutes nos condoléances à sa famille d'ailleurs, et à ses proches. On n'a pas voulu donner le nom. Il y a eu son nom qui a circulé, je n'ai pas pu vérifier franchement son identité. On ne sait pas le bilan des blessés, on a eu beaucoup, même des gendarmes qui ont été blessés aussi. C'était très violent. Est-ce que pas cette violence, on a l'habitude d'avoir des violences dans les stades, mais ce qui est comme particulier cette fois-ci, c'est qu'on a vu des gendarmes totalement dépassés. Il n'y avait que 40 000, même pas 40 000 supporters, c'est pas le 5 juillet qui pouvait accueillir plus que jusqu'à 80 000 voire plus. On a vu quand même des tirs de lacrymogènes à tort et à travers, des tirs lacrymogènes sur la pelouse. Même les joueurs et l'équipe et les trois ont été gazés, les arbitres, ce qui est quand même rare. Moi, j'ai jamais vu ça en Algérie. Si vous l'avez déjà vu, vous me le dites. Et on a vu des séquences très violentes. Des gendarmes très remontés, très agressifs. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu cette image, presque 10 gendarmes sur un jeune qui paraît mineur. C'était quand même choquant. Quelle est ton analyse, ton évaluation et tes observations sur cet événement? Si tu me permets juste de répondre à ce que disait Omar tout à l'heure, par rapport à l'armée, c'est elle qui protège les pays. C'est-à-dire c'est dans le fond du problème algérien. On n'a rien contre l'armée, quand on dit l'armée. Au contraire, c'est une institution, c'est nos frères, c'est nos sœurs qui sont dans l'armée. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais justement, quand tu dis que c'est l'armée qui protège le pays, c'est-à-dire que c'est problématique dans un pays. Quand tu prends les plus grandes démocraties, il n'y a pas que l'armée dans une démocratie. Il n'y a pas que l'armée qui protège le pays. Quand tu dis qu'il n'y a que l'armée, ça veut dire que le bled il est en faillite. C'est ça. Donc, il est en faillite. Donc c'est pour ça que nous, on dit qu'il faut démilitariser la politique. Il faut que l'armée fasse ses fonctions régaliennes constitutionnelles. Pour revenir à notre sujet, les gendarmes ont le statut de militaire. Justement, ils relèvent du ministère de la Défense nationale. Que font des gendarmes dans un stade de football? Dans un stade de football. C'est ça la question. Tout le monde se pose la question en fait. Et c'est pas... je me rappelle des années 90, j'étais petit, la police a été rattachée au ministère de la Défense, sous l'état d'urgence. Donc même la police, qui était censée être sous le contrôle du ministère de l'Intérieur, du politique, elle a été rattachée à l'armée. Ça veut dire, on a militarisé, ça veut dire même le corps de la police qui est censé être de la police, c'est-à-dire c'est une protection aux polices, c'est pas de la gendarme, c'est pas des militaires. C'est l'état d'exception. C'est l'état d'exception. Vous savez combien on a prolongé l'état d'urgence jusqu'en 2011. Ouais. Jusqu'en 2011. C'est parce que Bouteflika, il a profité, ça veut dire les événements arabes. Un militaire, Abdelghani El-Hamel, le général, était général, il a dirigé la police de 2010 à 2018. On a voulu tout militariser, le Bledma. Donc, les violences, ça peut s'expliquer par deux choses. Donc, contextuellement, les événements, si on se concentre sur les événements. Donc, dès que le contexte qui a été bien préparé. Donc, les médias. Ça veut dire qu'il n'y avait qu'un seul accès, alors que le stade, c'est un stade de norme internationale. Minimum 10 accès ou les 15 accès, 11 accès, voilà. Ou تخلي غير الاخر. Allez, واش جاب la gendarme? Apparemment, c'est pas le Mouloudia. C'est que le c'est pas la direction de Mouloudia qui a décidé, mais c'est la gendarmerie qui a décidé qu'il y a un seul accès. Exactement. Et واش جاب la gendarmerie, elle décide, ça veut dire cette volonté. Ça vient d'où? Officiellement, c'est la gendarmerie qui a géré les accès. En tous les cas, c'est politisé. C'est la présidence, c'est la peur. En tous les cas, c'est politique. Pourquoi cette volonté de tout contrôler? Normalement, c'est bon. Tu as des sociétés où la tutelle, ça veut dire, je ne sais pas, le ministère de la Jeunesse et des Sports, je ne sais pas, qui va organiser ça et laisse-les les organiser. Voilà, parce qu'on veut tout contrôler, on veut tout militariser. Donc, il y a eu un contexte qui a été créé pour qu'il y ait une pression. On ne sait pas gérer les foules. Alors que normalement, déjà, la gendarmerie, déjà, elle était censée être formée
pour ce genre d'événement. La gendarmerie n'est pas formée pour ce genre d'événement. Allez, je reviens vers toi, Omar, je reviens vers toi. Ou qu'il y a un problème, c'est-à-dire ça c'est contextuel, hein, c'est-à-dire que la sauce il a été bien préparée pour qu'il y ait de ces événements comme ça. Qu'il y a un problème, c'est que ça c'est vraiment fondamental. Nous, on est habitué à la violence. La société algérienne est habituée à la violence. La jeunesse de toute la violence, on a voulu, ça veut dire régler les problèmes avec la violence et non pas la politique. C'était en 1955 en assassinant à Ben Ramadan. C'est-à-dire que le jour où ils ont décidé, les 3 militaires décidé d'assassiner à Ben Ramadan pour écarter tout ce qui est politique, tout ce qui est solution politique, donc à partir de là, c'est les militaires qui décident. Celui qui a le monopole de la violence, de la force, c'est lui qui décide Fedzaïr. Que ce soit Boumediene, il a fait un coup d'État sur la GPRA, donc c'est plus la politique qui a gagné, c'est l'armée. Le coup d'État de Boumediene en 65, c'est pareil. À chaque fois, c'est l'armée. À chaque fois que c'est l'armée qui décide. Pour toi, Zouao, c'est une démonstration de la militarisation excessive de la vie politique, de la vie générale en Algérie. C'est parce qu'on ne gère pas les problèmes politiquement, on les gère d'une manière violente. On a tout militarisé, on apporte tout sécuritaire. Aujourd'hui, ils kharjou pour demander des revendications économiques, sociales. Kharjoum la gendarmerie ou la police au lieu d'envoyer le maire ou le chef de daïra ou le ministre de tutelle. Donc pour dire qu'on a tout géré comme ça, et donc ça engendre. La violence amène la violence, c'est tout simplement. Il y a aussi un gâchis économique derrière cette affaire. C'est qu'un stade, 110 millions de dollars, il n'y a pas de parking. Parking, mais comment on peut inaugurer un stade avec 110 millions de dollars et le parking n'est même pas prêt? Et aussi, est-ce qu'on le confie à Al-Mouloudia? Al-Mouloudia d'Alger, qu'est-ce qu'ils savent gérer? C'est même pas une entreprise au propre du terme. Quelle est ton appréciation de ce gâchis économique? Je vais répondre sur le plan énergétique. Je milite, je suis contre le financement des clubs de football en Algérie, contre le financement aussi les stades par les deniers publics, par le trésor public. Contre le professionnalisme. L'argent public. Non, tu parles d'argent public. Les clubs algériens sont financés aujourd'hui uniquement par l'argent public. Par l'argent public. Ça, la différence. Absolument, tout à fait. Sonatrach Mouloudia, Mandat CRB, tout à fait. Alors, Serpol, non, il faut des investissements privés. Ceux qui veulent investir dans des clubs, mais prendre l'argent public, du trésor public qui est censé à créer des écoles, à améliorer la rentrée scolaire, à améliorer la rentrée universitaire, à améliorer le tissu social, à améliorer c'est-à-dire le minimum du citoyen algérien, à créer un hôpital à Beji le Mokhtar parce qu'une femme pour accoucher, il faut qu'elle fasse 50-100 km, elle perd les heures durant le voyage. C'est ça la réalité du pays. Enfin, sur le plan économique, prendre 110 millions de dollars, vous rendez compte, 110 millions de dollars, on peut faire 2 maternités, on peut faire... Voilà, donc sur le sans plan... compter les hôpitaux. Sans compter... Deuxièmement, la gestion, on ne confie pas la gestion d'un stade avec ses normes à un club de football. Est-ce que le club de football, il a ce qu'on appelle une cellule de gestion? On le confie à une entreprise, à une société, à un cabinet spécialisé dans la gestion des actifs ou le stade aussi. Ça, c'est une faillite aussi. Troisièmement, moi je condamne la violence. La violence, elle émane de l'État. Parce que j'ai vu les images en tant que citoyen, moi je n'ai pas assisté, donc il faut savoir analyser avec prudence. Je suis d'accord avec Ezio. La militarisation de la société algérienne, elle a atteint des sommets vraiment vertigineux. C'est-à-dire la rentrée scolaire, qu'il y a une gendarmerie, la rentrée scolaire, il y a un policier. Quand on, même le lancement de la saison estivale, on ramène des gendarmes. Même le lancement, avec les tentes, il faut qu'il y ait 2 gendarmes avec l'appel, soi-disant. C'est ça. Il faut sortir de cette image-là. Moi, je lance un appel vraiment aux décideurs. C'est à vous de le protéger. Arrêtez de l'instrumentaliser. Les images ne servent à rien. Nous sommes tous avec l'armée. Les 4, nous sommes avec l'homme. Et je me permets de dire ça et j'avance. Nous sommes tous, il vient de le dire, nous avons un membre de notre famille qui est au sein de cette institution. Mais il ne faut pas non plus instrumentaliser l'armée pour l'armée. Troisièmement, pour finir, smahli. Alors, la violence aussi, est-ce que la violence, elle émane du peuple aussi? Est-ce que la société civile
la société algérienne, Justement, j'allais poser... est-ce qu'elle est violente aussi? Alors, je vais vous poser une question. Omar, pas la photo. je vais vous poser une question. Elle est un peu provocatrice. Hein. Osez, j'ai hésité à la poser. Alors, hier, j'ai parlé avec une source. J'ai essayé de comprendre pourquoi les gendarmes étaient si violents. Pourquoi ils étaient si brutaux. Ils dorment face à des supporters parce que j'ai beau revoir, j'ai appelé les supporters du Mouloudia, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas cassé au début. Ils voulaient juste entrer au stade au début parce que les violences ont commencé avant le match. Elles se sont prolongées au cours du match. Au chef des gendarmes, ils arrachent même les sièges. J'ai parlé avec quelqu'un qui connaît très bien le football et qui connaît très bien les services de sécurité. Il m'a dit, Abdou, il y a un tabou en Algérie, on ne veut pas le dire. Essaie de le dire à ta manière. Je lui ai dit, c'est quoi le tabou? Il m'a dit, le tabou, c'est que les gendarmes, les recrutements des forces de gendarmerie, ce sont souvent des jeunes qui viennent de l'intérieur du pays, de régions à l'intérieur du pays. Quand ils vont aller vers les stades de football, ils rencontrent des jeunes urbains dans les grandes villes du pays. Et le contact ne passe pas parce que ces gens-là qui viennent de l'intérieur du pays, au cours de leur recrutement, au cours de leur formation, ou là dans leur vie, on les conditionne, ou on inculque une méfiance, voire une détestation des jeunes des villes, notamment les jeunes des quartiers populaires. En clair, les supporters d'Al-Mouloudia, l'USMA, la CRB, l'MCO, le MOC, etc., il y a un complexe entre les services de sécurité vis-à-vis de ces jeunes, de cette catégorie de la population, qui est peut-être un peu qui est provocatrice, qui est politisée, etc. Est-ce que, Omar, tu penses que c'est vrai, ça? Non, non. Les gendarmes obéissent aux ordres. Tape, on ne tape pas. Y a pas. Si on dit on ne tape pas, on ne tape pas. C'est comme ça. Donc c'est faux ce qu'ils t'ont dit. Ils sont formés et ils obéissent aux ordres. Point à la ligne. Qui a donné l'ordre de taper alors? Non, mais c'est la hiérarchie. Alors je vais te dire. Il aurait fallu les supporters que tu tapes. Quand tu tapes sans rien faire. Laisse-moi t'expliquer. Ouais. Le stade de Douira n'était pas prêt. Ami Tebboune était pressé de l'inaugurer et puis faire un cadeau à l'USMA. On a ramené Ben Chérif, tout ça, au Mouloudia, pour plaire déjà aux Chinawa. Donc c'est un grand groupe de supporters. C'était un choix électoraliste, ça. Ah, mais bien évidemment. Alors, ce stade, le parking n'est pas prêt. Tu sais, pour aller voir un match comme ça, la ferveur des supporters d'Alger du Mouloudia, donc dans l'autoroute, ils ouvrent une seule porte, alors qu'il y a 11 portes. Donc tu vois d'abord un cordon de gendarmerie, c'est l'intimidation. Parce qu'ils ont peur des slogans à l'intérieur. On te reconnaît, toi, vas-y, qu'est-ce que tu as ramené, tout ça, déjà on t'intimide pour ne pas avoir des slogans politiques. C'est-à-dire, c'est la faillite du pouvoir. La même chose, à Tizi Ouzou, il y a le match Akbo et comment il s'appelle et la Jiska. L'inauguration du stade Maatou Belounes, parce que les supporters veulent Maatou Belounes, pas c'est le Hossein Hamdallah et sa famille ont refusé et ne sont pas venus. Regarde ce qui se passe. Ouais. Là, ils sont en train de dire aux supporters comment vous allez venir, combien vous seriez d'Akbo jusqu'à Tizi Ouzou, par où vous passez, tout ça. Et j'ai entendu ce soir que le match était reporté. Ils ont peur de la même chose. Et quand tu vois la réaction du pouvoir aujourd'hui, fermeture du stade, le stade n'est pas terminé. Pourquoi tu l'ouvres déjà? C'est la faute à l'État. Si on te dit un mort, il y a plus qu'un mort, il y a beaucoup de blessés très graves et le stade saccagé. La responsabilité incombe à la présidence de la République. Et puis, je rejoins mon ami quand il dit le financement par les entreprises nationales. Il faut chier, تبون يقول لك راح نخرج لا نعطيكم une société, نزيدهم une société. Tizi Ouzou, donc je remercie Tebboune qui m'a donné Mobilis. Pourquoi Tebboune qui donne Mobilis ou ne donne pas Mobilis? C'est honteux. Et quand tu vois certains joueurs, regarde le gâchis. Certains joueurs, maintenant Tizi Ouzou va devenir la maison de retraite des anciens joueurs de 34 ans, 1 milliard 4, 1 milliard 5. Oui, c'est le salaire très élevé des joueurs. Et quand tu vois quel gâchis. Comment il s'appelle Belaïli, c'est un grand joueur de football. C'est quelqu'un qu'il faut encadrer, entourer avec un psychologue et tout ça. Alors, on a 1 milliard 4, on le jette comme ça, il va s'en sortir très bien en Tunisie parce qu'ils sont mieux que nous, mieux organisés que nous. C'est une question d'organisation et ce qui se passe dans le foot, il faut voir la profondeur du foot, comme la direction sportive déjà. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Est-ce que ce n'est pas aussi, notre thèse, une vengeance contre les supporters? Les supporters, aux yeux du pouvoir, c'est le dernier bastion du Hirak. Avant, si vous vous rappelez, le match qui s'est joué à Oran, entre l'Algérie et la Guinée équatoriale, on a vu des chansons très politiques. Wallah, man voté, on a fait le beauté.
Est-ce qu'il n'y a pas eu, à cause de vous, vous n'êtes pas parti voter, il n'y a pas eu de vote, etc. C'est une thèse. Moi, je n'ai pas d'infos, mais je me pose des questions. Est-ce qu'on ne peut pas avoir cette lecture-là? On a peur de Harak. Certainement, on a peur du Harak, on a peur de la politique, c'est sûr. C'est-à-dire que le fait déjà de contrôler, de laisser qu'un seul accès, c'est justement ça. Ça veut dire que de contrôler, de voir s'il n'y a pas de slogan politique. C'est sûr qu'il y a c'est sûr qu'il y a de la politisation, il y a la peur de cette... Parce que on dit toujours que le Harak 2019 a commencé par les stades. C'est vrai, ça n'a pas commencé par les stades. C'est-à-dire il ne faut pas aussi minimiser le rôle des politiques, le rôle de... Voilà. Mais c'était un élément déclencheur, un élément important. C'était une manifestation. À mon sens, c'était une manifestation du Harak. Les stades, c'était une tribune. Voilà, une tribune, une manifestation du Harak. Ça veut dire que le Harak dans toute sa composante. Donc eux, ils ne veulent pas parce que quand on voit l'effet de meute, l'effet de foule et tout, donc ça peut se déclencher d'un stade. Il suffit d'un geste, d'un déclic. Moi, il y a un ami qui m'a raconté quelque chose qui s'est passé à Alger en 2019. Il suffisait d'un déclic. C'est vrai qu'on avait lancé sur les réseaux sociaux... Une étincelle. Ouais, une étincelle. Et c'était les gens qui sont sortis d'une mosquée qui avaient protégé, parce qu'ils étaient une poignée, hein, c'était des amis progressistes, ils étaient poignés, ils étaient matraqués par la police. Et au moment où ils étaient matraqués par la police, il y avait toute une foule, tout un peuple algérien qui sortait d'une mosquée, donc il y avait l'effet de foule. Donc il y avait plus de citoyens, plus de population que de policiers. Donc en fait, la police a reculé. Et donc à partir de là, le message est sorti comme quoi la police a reculé. Donc le mur de la peur a changé de camp. Donc a été effondré, donc la peur avait changé de camp. Donc c'est ça ce que veut éviter le pouvoir. Il veut que la peur reste toujours dans le camp de la population. Le mur de la peur reste toujours érigé contre la population. Donc c'est ça. En fait, ils savent très très bien que parfois ça ne tient qu'à un détail. Effectivement, en 2019, ça a tenu qu'à un détail. Genre, la police avait réussi à mater le premier, c'est-à-dire la première manifestation en 2019, certainement il n'y aurait pas de Harak. Mais comme il y avait peut-être c'était un geste comme ça, naturel des citoyens, des Algériens, qui voyaient d'autres Algériens se faire tabasser par la police, ils sont venus, donc à partir de là, le message est sorti, la police a reculé, donc le peuple a repris le pouvoir. Maintenant, si on revient sur la question que tu as posée tout à l'heure pour Omar par rapport à... Ce serait intéressant, c'est un sujet très intéressant mais je ne pense pas qu'on va le faire, des sociologues, je ne pense pas que ça va se faire. Il y a une pauvreté de la recherche académique là-dessus. Justement. Mais j'en suis sûr que les renseignements algériens, notamment les renseignements de l'armée, la DCSA, ils ont ces chiffres-là, de la sociologie, de la composante militaire, c'est sûr. Et ça peut rentrer, la sociologie, ça peut rentrer, et ça peut expliquer... ça veut dire le comportement. C'est vrai, les gendarmes viennent de l'intérieur, et puis ils ne sont pas de la Sorbonne, les gendarmes. Non, mais c'est pas ça. C'est pas méprisé, non. C'est que sociologiquement, ça veut dire que ils viennent de milieux très différents, et souvent opposés au milieu des supporters. On voit rarement. Moi, je vais développer ça, parce que l'arrière-pays aussi. On voit rarement de policiers ou de gendarmes. Ils sont disciplinés. Voilà, il faut le dire. On voit rarement, à moins qu'ils soient des grandes villes en général. Les grandes villes ne s'engagent pas dans l'armée beaucoup. Ne s'engage pas dans les gendarmeries. C'est pas le propre de l'Algérie, c'est le propre même de la France. Quand on voit la composante sociologique de la France, les policiers, généralement, ils viennent de la province. L'armée française, elle est franche. L'armée française. Maintenant, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'elle est républicaine ou pas? C'est ça, parce qu'il faut le dire, c'est l'armée américaine. Alors attendez, je finis. L'armée américaine, elle est remplie de gens de l'Amérique profonde. C'est comme ça. On voit moins de New-Yorkais dans l'armée américaine. C'est comme ça, ça se passe partout. Maintenant, est-ce que cette armée est républicaine? Est-ce qu'elle obéit aux ordres comme tu Ils obéissent aux ordres. Mais non, mais je peux te dire que non. On parlera des ordres après. Alors, je finis juste sur ça. Ce qui s'est passé, le jeune qui a été tabassé, est-ce que tu justifies le jeune qui a été... L'acharnement, il était neutralisé. Aucun ordre ne peut justifier ce genre de comportement. Il était neutralisé. À part la haine, je ne vois pas, ou je ne sais pas quelle est la motivation. Il n'y a aucune motivation. Quel est ton regard, toi, Mon regard, tout à fait. Alors les revendications, généralement, parce que la revendication populaire peut repartir d'un stade.
peut repartir d'université. De Tizi Ouzou, vendredi prochain. Oui, elle peut repartir, c'est-à-dire les revendications. Toujours la Kabylie. Ça va vers des avenues de la Kabylie. Oui, mais ça peut aller dans notre stade. À Oui, Oran. ça peut être dans un. C'était à Oran où je venais, Tout à on a fait. voté, C'est on a pour ça que voté. Akbou et la Jiska, là, ça va être Oui, en fait, explosif. donc une revendication, donc le Hirak il suffit d'une étincelle, ce que vous venez de dire, il se fait un détail. C'est le détail qui fait la différence dans la vie. Le diable se loge entre les lignes du détail. Dans le détail. Dans le détail, pardon, c'est ça. Donc la revendication peut partir d'un stade, peut partir d'université, mais chez nous, comme on a 70% de jeunes, c'est un pays jeune, généralement, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas de distraction. Cette jeunesse, elle est biberonnée rien que par le sport. Il n'y a pas la revendication ne peut pas Surtout le football. Avec ça, la revendication ne peut pas partir dans un théâtre, mais quand c'est des salles de théâtre. Dans des salles de cinéma, toutes les salles de cinéma en Algérie ont été fermées, transformées en boutique de lingerie. C'est ça la réalité. Avec ça, les jeunes, ils vont au stade. Donc peut-être c'est le ras-le-bol de ces jeunes-là, parce que c'est le mal-vivre aussi. Parce qu'on peut revendiquer. Peut-être les jeunes, ils sont dans une revendication plus économique que politique aussi. Économique, parce que chômage, parce que le mal-vivre, parce qu'il n'y a pas d'appartement, parce qu'il n'y a pas... Et parce que... Mais qu'est-ce l'avenir? Mais qu'est-ce l'avenir? Mais qu'est-ce المستقبل? هذا النظام يمد والو. ثانيا, concernant la gendarmerie, c'est un corps qui dépend du ministère de la Défense nationale. Moi, je me suis posé la question en voyant les images sur les réseaux sociaux, que fait la gendarmerie dans un stade? En principe, il doit y avoir des stadiers bien formés, ce qu'on appelle d'autres... Ou la police habituellement. Ou bien la police habituellement, qu'est-ce qu'il fait? Après, moi, c'est la militarisation, certes, mais aussi pourquoi un seul accès, c'était peut-être plus pour contrôler. Apparemment, est-ce que le service de renseignement était au courant que certains jeunes ou bien la jeunesse, elle va aussi prendre des slogans ou dire revendiquer, on ne sait jamais, parce que tellement le maillage il est infiltré par les services de sécurité. Quant à maintenant, si ces jeunes ils viennent de leur pays, maintenant je suis d'accord, il faut une formation. Mais je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, Abdou. C'est pas mon opinion. Hein. Oui, c'est pas ton opinion. Moi, j'ai demandé à une source qui m'a donné cette lecture. Cette source. Il y a Je ne doute pas de la fiabilité de la source. Ouais, c'est des gens, généralement, dans l'arrière-pays. Comme il n'y a pas de travail, il faut faire quoi? Il faut s'engager dans l'armée. L'ennui. Mais ils en veulent à cette jeunesse des grandes villes parce que les grandes villes bénéficient de l'effort de développement du pays. Ils s'engagent dans l'armée parce que c'est un moyen pour subvenir aux besoins de leur famille. Oui, mais aussi, même les jeunes dans le... On n'est pas en train de criminaliser, justement. C'est quelque chose d'honorable de servir son pays. Non, mais pour vous dire, après, moi, peut-être aussi, est-ce qu'ils ont été conditionnés quand ils vont regagner les grandes villes côtières, enfin, Alger, Constantine, Annaba, Oran et tout, est-ce qu'ils vont se frotter, on va dire, aux jeunes de l'urbain? Et c'est là où il y aura une friction. Ce que je regrette aussi, c'est que aussi le régime, le nizam ou peu importe, il est responsable de la politique d'Al-Qazzoul. C'est-à-dire, au fait, il n'y a pas de respect. Quand on voit un jeune, on prend le Qazzoul et on le frappe. Il faut savoir qu'un jeune Algérien est un citoyen. Hada insan. Quand il va au stade, même il est un petit peu avec un écart de langage, un écart de comportement, mais c'est à cette institution de l'accompagner, de ne pas l'humilier en frappant à tout va avec un qazoul sur la tête. Et on a l'impression... Alors, pour changer de sujet, pour terminer, parce qu'on est obligé de terminer, il y a eu un autre événement, cette fois-ci. On est parti de Manajib Baradouira, on a le Port Square Saïd. Le squad de Port Saïd, quand même, alors depuis 24 heures, et j'aimerais bien avoir vos impressions chacun d'entre vous, 1 euro, presque 250 dinars. Ouais. C'est du jamais vu. Non. Omar, alors, d'abord, est-ce que ça te fait peur, cette situation? Est-ce que c'est pas un signal d'alarme sur le plan économique? Ça va mal. 1 euro, 250 dinars. Ça, c'est l'échec de la politique de Tebboune. Qu'est-ce qui se passe? La monnaie, d'abord, c'est un élément de souveraineté. Quand elle devient monnaie de singe comme ça, les gens, les Algériens qui ont un peu de dinars, il n'y a pas que les gens qui viennent.
Ils préfèrent les échanger en euros ou en dollars et les garder à la maison. Là, c'est sûr. Ils n'ont pas confiance en cette monnaie comme ils n'ont pas confiance à la politique de Tebboune, qui a subi un échec cuisant. Donc, 10% ou 15% de votants, donc, et puis le trafic des élections. Donc ça, c'est clair. Donc, ils n'ont pas confiance, ils ont peur, la peur. Et si tu rajoutes donc, le changement comme ça du chef de la sécurité, donc Manaj Bar, comme ça, sans qu'il y ait de passation de pouvoir, de cérémonie, sans qu'il y ait un communiqué, donc là, on navigue à vue. Maintenant, si je reviens à Douira, le stade de Douira, donc c'est pour intimider, on ouvre une porte, c'est pour intimider les gens. Ça, tu l'as dit, moi j'étais au stade du 5 juillet en 76-77, la finale Gilles Cannet. Zaïm Thawra Boumdien, qui a fait un coup d'État, l'a appelé Tsahir Thawra, le stade complet criait Abba Boumdien, il ne croyait pas ses yeux. C'est ce qui va arriver donc au stade de Tizi Ouzou, vous allez voir, avec autant de prisonniers, de condamnés à mort, Chérif Mellal en prison, Myriam Kounache qui ne reprend pas les cours à l'université, vous allez voir, quel que soit le cordon de gendarmerie et de police qui la ramène, ils vont sortir le drapeau amazigh, ils vont crier sortir les otages kabyles et ils vont dire à Tebboune, arrête tes conneries. Tu vas voir, vous allez voir. On verra ça. Il paraît qu'ils l'ont déprogrammé le match parce qu'ils ont peur. Déprogrammé jusqu'à quand? Il faut dire la vérité au peuple, il faut arrêter ces conneries. La vérité au peuple. Azo, quand même, l'euro, 1 euro, 250 dinars, ça veut dire ce que ça veut dire. Et même certains observateurs qui disent que d'ici la fin de l'année, ce sera 260 dinars. Oui. Ce qui veut dire que l'inflation va augmenter, le coût des importations va augmenter. Ça signifie quoi selon toi? Est-ce que ça te fait penser à quoi une telle inflation, une telle chute de la valeur de la monnaie nationale? Alors que tu as le marché noir, c'est-à-dire ce n'est même pas de l'officiel. C'est-à-dire que les 270, il la fin de l'année, peut-être plus. Parce qu'en fait, le marché noir, il n'obéit pas des règles économiques simples, enfin connues. Voilà. En tout cas, il obéit à la règle de la demande et de l'offre, qui est la règle économique de base. Parce Ouais, que le taux de change officiel, c'est le marché déterminé par la Banque d'Algérie. Ce qu'on oublie, le marché noir, il obéit, ça veut dire qu'il n'est pas soumis à des règles transparentes, saines de l'économie. Ça veut dire que demain, un baron dans le marché noir de l'euro, il peut retenir de l'argent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi qui peut, parce que c'est du noir, donc c'est de l'informel. Donc il n'y a personne qui pourra le condamner. Donc ils peuvent retenir de l'argent et créer de la punerie dans la demande. Et puis après, on peut avoir l'euro à, je ne sais pas, 400 dinars, voire plus. Il profite de l'instabilité du pouvoir. Mais justement, pourquoi ça fait chahal d'orka. Donc ça fait presque 40 ans non, même pas 40 ans, enfin presque 40 ans qu'on est dans l'économie de marché, c'est-à-dire le capitalisme. Et on n'arrive pas à ouvrir un bureau de change. Les bureaux de change sur papier, c'était en 92, 93, je crois, un truc comme ça. Il y a eu même une relance du bureau de change récemment. Sur papier. Mais pourquoi on ne veut pas? C'est parce qu'il y a les plus influents dans le pouvoir. Certainement parce que moi, je ne les connais pas. Mais quand on voit qu'il n'y a pas de décision politique qui vont à l'encontre de ce fléau, à l'encontre du marché noir qui veut éradiquer ce marché noir, on se dit mais c'est pas normal. S'il n'y a pas de décision politique, ça veut dire ça profite à ces politiciens, ça profite à ce pouvoir. Effectivement, c'est là. Moi, je suis arrivé à dire, même si je ne les connais pas, on me dit que c'est le général Flynn, c'est le général Flynn. Je ne les connais pas, mais je sais que il y a une décision politique. Ça veut dire que ça profite aux politiciens. Donc, s'ils ne veulent pas mettre des bureaux de change pour formaliser tout ça, pour légaliser, c'est-à-dire le marché de change qui est un marché normal comme les autres, la monnaie, elle se vend, elle s'achète dans tous les pays. Sauf que nous, on ne veut pas parce que ça profite à des cercles les plus influents. Maintenant, malheureusement, là, on est en train de discuter de l'informel. Parce que c'est l'informel qui décide. L'économie Fzaïr, elle est informelle. On parle plus du taux à la banque, on parle du taux à square. Et ça, c'est grave. C'est-à-dire il n'y a pas plus dangereux quand une économie, c'est-à-dire une monnaie ou une économie, se base sur de l'informel. Parce que quand elle est basée sur du réel, sur du légal, on peut ajuster. C'est-à-dire s'il y a un problème, donc ce qu'on appelle les politiques monétaires et les politiques économiques. On peut ajuster. Un peu ce que fait l'Europe quand il y a, par exemple, une inflation. Pour arrêter l'inflation, donc ils augmentent ce qu'on appelle les taux directeurs. C'est la banque centrale qui va augmenter et donc les gens vont acheter moins, vont souscrire moins de crédits et puis il y a moins d'inflation. Mais ça se fait dans un pays où il y a une stabilité, il y a de la légalité. C'est-à-dire tout se fait par circuit bancaire. Même s'il y a
je ne sais pas, il y a un minimum dans l'informel, mais quand même toute l'économie, presque l'économie. On est dangereusement exposé. Donc, donc on va essayer de la planche à billets, c'est ce qu'on appelle la politique monétaire. Ça ne va rien ramener. La seule chose qui protège, parce qu'on a les réserves de change, on a le pétrole. Mais le plus important, à mon sens, pour avoir une économie solide, c'est la production, ce qu'on appelle la politique économique. Quand on a une insuffisance économique, alimentaire dans tous les domaines, militaire, technologique, donc c'est un pays qui est dangereusement exposé. Et demain, si un jour il y a une guerre ou il y a quelque chose qui va faire en sorte à ce que le pétrole chute, et l'État ne trouve plus de moyens, parce qu'aujourd'hui, ce qui fait fonctionner l'État, c'est la fiscalité pétrolière. Donc, quand il n'y a plus d'argent pour faire fonctionner l'État, c'est-à-dire payer les fonctionnaires, payer les gendarmes, payer les militaires, on ne trouvera rien, et c'est la faillite de l'État. Et quand on parle de la faillite de l'État, ce n'est pas la faillite de la Grèce. L'Algérie, c'est justement, ça va engendrer de la faillite sécuritaire, la faillite politique, toutes les faillites, et peut-être même la disparition de l'Algérie. Juste, on parle d'informel, tout ça, mais concrètement, rapidement, est-ce qu'un euro à 250 dinars, ce n'est pas le début d'une grave crise économique qui va s'aggraver dans les jours à venir, dans les semaines à venir? Pour être concret. Oui, tout à fait. Alors, un dinar, 1 euro, c'est l'équivalent de... Enfin, il se change à 250 dinars sur le marché noir. Après, il est prêt, il frôle là-bas. Pour le moment, 247. C'est une baisse. En fait, on peut dire que le dinar s'effondre. Là, l'effondrement de la monnaie. L'inflation a provoqué l'érosion du pouvoir d'achat. Et par conséquent, la dévaluation du dinar. Maintenant, il y a deux phénomènes. Tu as la dévaluation du dinar qui se fait de façon normale parce que la cause, c'est l'inflation. Et aussi, je ne sais pas si on peut l'appeler une dépréciation ou pas, quand même, on est en train de voir une monnaie qui s'effondre. Troisièmement, c'est que l'Algérie, elle est dans une crise économique structurelle. Ça, c'est structurel. Une crise d'économie. Non, une crise économique structurelle. Non, le terme, il a son mot. Ouais. Elle s'enfonce dans une crise économique structurelle. Mais sûrement. Ça. Ou quatrièmement, c'est maintenant les politiques nationales. Les politiques nationales. Après Ouihia, je dis bien après Ouihia, qu'on le veuille ou non, Ouihia, la planche à billets, au certain temps, c'était obligatoire. Parce que Bouihia, il a dit que toutes les entreprises sont déficitaires. Il voulait les fermer parce qu'il voulait sauver. Parce que lui, il est comme ça. Mais après, vous allez me dire la politique droitière ou gauchère, ça, c'est un autre problème. Après Ouihia, aucun responsable politique n'a eu le courage, l'audace, la compétence de réguler le marché des devises. Ça, c'est important. Il n'y a pas Mekench depuis le départ du... Je ne sais pas si tu es d'accord avec... Je ne suis pas d'accord. Il n'a pas réglé. Non, mais après lui... Au contraire. Ça, c'est un autre débat, on le fera pour notre émission. Sur l'héritage, c'est un autre émission. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux terminer pour... Avec ça. Donc maintenant, je veux dire, là, c'est une crise économique grave, politique. Pour moi, est-ce que... Non, mais parce que le développement... parce que l'économie est un acte politique. C'est ça la définition. L'économie est un acte politique. Le développement... Qu'est-ce que fait le change? Justement, ça devrait être dans des bureaux de change. Je vais répondre à cette question. En fait, il n'y a pas de bureau de change parce que le taux de change, il est fixé par l'État. Il n'est pas fixé par le marché. Tu ne peux pas ouvrir un bureau de change et vendre 1 euro 240 alors tu peux le vendre à... On n'a jamais voulu. On n'a jamais voulu. C'est la politique économique. En fait, c'est que si tu ouvres un bureau de change, qu'est-ce qu'il va gagner? Parce que l'État... Non, mais si, c'est l'État qui fixe le taux. C'est l'État qui fixe le taux de change. Je pense que c'est fait volontairement. Le square, maintenant, j'ai entendu parler de certaines personnes qui ont une certaine compétence en économie. Il a dit que le square, il permet de faire vivre certaines familles. Au fait, il faut légaliser. C'est de l'informel, finalement. Je suis désolé de vous dire, je suis désolé, on ne peut plus continuer. On est arrivé à l'heure de la fin. C'est un débat passionnant, mais on ne peut pas tout dire dans une seule émission. De toute façon, vous allez revenir. Tant que nous existons, vous allez revenir avec nous. On a essayé, de vous dessiner un petit peu le tableau de ce début de ce deuxième mandat. Ça commence quand même très difficilement, pour ne pas dire assez mal. C'est normal. On a fermé le pays.
Il n'y a pas de crise économique, il y a une crise politique. Alors, sur ce mot, on en parlera dans une prochaine émission. Vers quoi se dirige l'Algérie du deuxième mandat de Tebboune? Ce sera justement l'occasion d'aborder ce thème dans une toute prochaine émission. D'ici là, faites attention à vous, prenez soin de vous et restez connectés.